Ton esprit est comme une maison que tu as laissée avec toutes les portes ouvertes. La peur entre, l'anxiété entre, de vieux souvenirs entrent, des opinions étrangères et même des pensées que tu ne reconnais pas comme les tiennes. Et pourtant, tu te demandes pourquoi ta vie semble désordonnée, lourde ou hors de contrôle. La réponse est simple, tu n'as pas appris à fermer ces portes. Ici, nous ne maquillerons pas la réalité. La plupart vivent en réagissant, pas en choisissant. Ils perdent de l'énergie sur ce qu'ils ne contrôlent pas, se noient dans des pensées qu'ils ne remettent même pas en question, et vivent si distraitement qu'ils ne distinguent plus l'essentiel de l'inutile. Ce n'est pas de la malchance, c'est un manque de maîtrise intérieure. C'est pourquoi cette vidéo existe, pour te dire, sans adoucir quoi que ce soit, que ta transformation commence lorsque tu prends la responsabilité de ton monde intérieur. Quand tu apprends à lâcher ce qui ne dépend pas de toi. Quand tu cultives le silence pour écouter ta vraie voix. Quand tu renforces ton focus pour cesser d'être l'esclave de chaque stimulus qui t'entoure. Ici, le stoïcisme, la psychologie et les neurosciences se rejoignent pour te montrer comment récupérer ton esprit, pièce par pièce. Parce que si tu ne te gouvernes pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi, tes émotions, ton ego, tes impulsions ou le bruit du monde. Reste jusqu'à la fin, non pas pour te divertir, mais pour comprendre comment construire un état d'esprit fort, conscient et difficile à briser. Cette vidéo est un appel direct. Il est temps d'entrer dans ta propre maison et de commencer à fermer des portes. 1. Lâche ce que tu ne contrôles pas. L'esprit ressemble à un poing fermé qui essaie de retenir du sable. Plus tu forces, plus il s'échappe rapidement entre tes doigts. C'est ce qui t'arrive lorsque tu t'accroches à ce qui ne dépend pas de toi. Tu te crispes, tu t'épuises, tu te frustres et pourtant tu n'obtiens rien. Tu restes seulement avec l'amère sensation d'avoir lutté contre quelque chose qui n'a jamais été entre tes mains. Et aussi dur que cela puisse paraître, tu as besoin de l'entendre très clairement, tu perds de l'énergie en essayant de dominer ce que tu ne pourras jamais contrôler. La plupart des gens sont pris dans ce schéma. Ils se soucient des décisions des autres, des futurs qui n'existent pas encore, des opinions qui changent chaque jour et des résultats qui ne dépendent pas uniquement de leurs efforts. C'est la raison pour laquelle l'esprit se sent lourd. Ce n'est pas que la vie est insupportable, c'est que tu portes trop de poids. La philosophie stoïcienne le résume en une idée simple. Libère-toi de ce que ta volonté ne contrôle pas et concentre-toi uniquement sur ce que tu peux diriger. Le reste n'est que bruit, distraction et perte de temps vital. Quand tu essaies de manipuler l'extérieur, tu entres dans une bataille que tu ne peux pas gagner. Tu veux que quelqu'un agisse comme tu le souhaites, que les choses s'alignent selon tes attentes, que le monde te donne un traitement spécial, simplement parce que tu essaies de bien faire les choses. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La vie répond aux faits, pas aux désirs, aux actions, pas à l'imagination. Lâche cette illusion enfantine que tout se passera toujours comme tu le veux et tu verras que ton esprit commence à respirer. La psychologie explique que s'accrocher est une tentative désespérée de sentir le contrôle face à l'incertitude. Nous voulons des garanties, de la stabilité, des fins prévisibles, des personnes qui ne changent pas, des émotions qui ne font pas mal. Nous essayons de nous accrocher à n'importe quoi qui nous donne le sentiment de sécurité, même si cette sécurité est fausse et nous détruit. S'accrocher est un mécanisme de défense mal entraîné. Lâcher prise est un acte de maturité. Lâcher prise ne signifie pas renoncer ou être passif. Cela signifie accepter ce qui ne dépend pas de toi et agir uniquement sur ce que tu peux transformer. Cette distinction est le cœur de la maîtrise intérieure. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est arrêter de t'épuiser inutilement. C'est un mouvement mental qui te rend plus léger, plus conscient et plus puissant. Tant que tu restes accroché à des personnes qui ne te correspondent pas, à des situations qui ne changent pas ou à des résultats qui n'arrivent pas, la vie continuera à t'entraîner comme un courant qui ne contrôle pas ses eaux. Les neurosciences le confirment également. L'esprit qui lâche prise se repose. L'esprit qui s'accroche s'enflamme.
Le stress chronique apparaît lorsque l'attention reste coincée sur quelque chose qu'elle ne peut pas résoudre. La chimie du corps réagit comme si tu faisais face à une menace réelle, même si la menace n'existe que dans ta tête. Quand tu apprends à lâcher prise, ton système nerveux se détend, ton attention s'organise et ton énergie revient là où elle doit être. Le détachement est une discipline. Ce n'est pas une déconnexion émotionnelle. C'est choisir de ne pas te détruire mentalement pour quelque chose que tu ne contrôles pas. C'est te dire à toi-même, cela ne dépend pas de moi, donc je ne vais pas gaspiller ma paix là-dessus. C'est une déclaration silencieuse de respect de soi. Lâcher prise, c'est te choisir. Choisir ta tranquillité. Choisir ton focus. Choisir ta stabilité interne au-dessus de toute situation qui veut t'entraîner vers le chaos. Quand tu lâches prise, tu récupères du pouvoir. Tu arrêtes de réagir et tu commences à décider. Tu arrêtes de dépendre de l'extérieur et tu commences à construire de l'intérieur. C'est la véritable force. C'est la base de la maîtrise intérieure. 2. Observe tes émotions sans t'y attacher. Les émotions sont comme une rivière en crue après une tempête. L'eau avance avec force, emporte des branches, frappe les roches et change la couleur du lit de la rivière. Mais aussi violent que puisse paraître le mouvement, tu n'es pas la rivière. Tu es simplement debout sur la rive à l'observer. La plupart des gens oublient cela et finissent par sauter dans l'eau, se laissant emporter par des courants internes qu'ils ne savent pas contrôler. Ils confondent ce qu'ils ressentent avec ce qu'ils sont et finissent par se noyer dans leur propre esprit. Observer tes émotions sans t'y attacher ne signifie pas les réprimer, ni prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie les comprendre sans t'y soumettre. Chaque émotion qui apparaît en toi porte un message, mais c'est toi qui décides si ce message devient une vérité ou un simple signal d'alerte. Lorsque tu t'attaches à ce que tu ressens, tu commences à construire ton identité sur des états temporaires. Et c'est là que naît le chaos mental. Une émotion dure quelques minutes, mais un attachement émotionnel peut durer des années. La psychologie explique que le problème n'est pas de ressentir, mais de s'accrocher. Le cerveau réagit automatiquement aux stimuli, mais c'est toi qui décides si tu nourris cette réaction ou si tu la laisses mourir. L'émotion est une étincelle, l'attachement est l'incendie. Les stoïciens voyaient les choses de la même manière. Ils n'écartaient pas les émotions, mais ne les transformaient pas non plus en guides absolus. Ils disaient quelque chose de simple, ressens, mais ne t'asservis pas. Laisse l'émotion passer sans qu'elle détruise ta clarté. L'esprit observateur est un outil puissant. Lorsque tu parviens à l'activer, tu commences à remarquer tes émotions comme si elles étaient des mouvements dans le ciel. Un nuage de colère qui apparaît, une rafale de peur qui passe rapidement, une ombre d'anxiété qui tente de rester, mais tu n'es aucune d'elles. Tu es le ciel où elles passent. Cela te donne de la distance et depuis cette distance, tu peux choisir ta réponse. Le problème est que la plupart des gens réagissent sans cette distance. Ils se mettent en colère et agissent à partir de la colère. Ils ont peur et agissent à partir de la peur. Ils se sentent blessés et agissent à partir de l'insécurité. Ensuite, ils regrettent, mais il est déjà trop tard. C'est la conséquence de ne pas observer. Lorsque tu n'observes pas, tu deviens l'émotion du moment. Tu perds ton centre, tu perds ton jugement et tu perds ta force. Les neurosciences révèlent que lorsque tu observes une émotion sans agir impulsivement, tu actives des zones du cerveau associées au raisonnement et au contrôle exécutif. En d'autres termes, tu récupères ton pouvoir. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, il s'agit de traiter. Une émotion observée se dissout, une émotion nourrie se multiplie. Le choix est toujours entre tes mains. Apprendre à observer sans t'attacher te rend également moins manipulable. Il y a des personnes, des situations et des pensées qui cherchent à t'allumer émotionnellement. S'ils y parviennent, ils te contrôlent. S'ils te maintiennent réactif, tu deviens prévisible. Mais lorsque tu as la capacité de regarder une émotion avec calme, même si elle est intense, même si elle est inconfortable, même si elle touche de vieilles blessures, personne ne peut l'utiliser contre toi.
C'est ça, la maîtrise intérieure. Observer te donne aussi de l'honnêteté. Cela t'aide à reconnaître que tout ce que tu ressens n'est pas vrai. Parfois, l'émotion exagère, déforme, invente des histoires pour justifier son intensité. Tu peux sentir que quelqu'un te rejette alors que ce n'est pas le cas. Tu peux sentir que tu vas échouer alors que tu n'as pas de preuves. Tu peux sentir que quelque chose ne va pas alors que tout va bien. L'émotion confond, l'observation éclaircit. La clé est de le pratiquer quotidiennement. Quand tu ressens de la colère, regarde-la sans agir. Quand tu ressens de la peur, respire sans fuir. 3. Cultive le silence intérieur quotidiennement. Le silence intérieur fonctionne comme un phare au milieu d'une tempête. Peu importe combien de vagues se lèvent, peu importe le bruit que fait le vent, la lumière reste allumée, ferme, constante, guidant sans crier. Et c'est ce qui te manque quand tu sens que ton esprit est sur le point d'exploser, quand le bruit du monde se mélange à ton propre bruit intérieur, jusqu'à ce que tu perdes la direction. Tu n'as pas besoin de plus de force, tu as besoin de silence. La vie moderne est conçue pour te déconnecter de toi-même. Notifications, messages, opinions, vidéos, discussions, actualités, stimuli constants qui bombardent ton esprit depuis que tu te réveilles jusqu'à ce que tu essaies de dormir. Tu t'habitues à vivre en réagissant au monde, mais jamais en t'écoutant toi-même. C'est pourquoi tu te sens confus, saturé ou émotionnellement épuisé. Tu n'as pas appris à entrer dans ton propre espace mental. Tu n'as pas créé l'habitude du silence. Le stoïcisme l'a bien compris. Avant de faire face à la journée, les sages prenaient quelques minutes pour ordonner leur esprit. Ce n'était pas de la méditation mystique, c'était une simple hygiène mentale. Tout comme tu laves ton corps pour commencer propre, ils lavaient leurs pensées avant de sortir dans le monde. Le silence était un outil, une arme, une façon de s'assurer que la vie ne les prenait pas par surprise. Ils savaient que celui qui commence la journée avec du bruit intérieur est déjà vaincu avant de commencer. La psychologie moderne le confirme. Le silence quotidien réduit la réactivité émotionnelle, régule le système nerveux, améliore la mémoire de travail et renforce la capacité à prendre des décisions avec clarté. Le cerveau a besoin de moments sans stimuli pour se réorganiser, tout comme une pièce a besoin d'être aérée. Mais la plupart des gens vivent avec la fenêtre fermée et l'air accumulé. Il n'est pas étonnant qu'ils se sentent lourds. La neuroscience explique que lorsque tu te donnes des minutes de silence, le réseau neuronal par défaut s'active. Ce système est essentiel pour traiter les informations internes, résoudre les problèmes et comprendre tes émotions. Sans silence, ce réseau s'atrophie. C'est pourquoi tu as du mal à comprendre ce que tu ressens. C'est pourquoi tu ne sais pas quel chemin prendre. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque d'espace mental. Cultiver le silence intérieur ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie créer un territoire où les opinions extérieures ne décident pas de ta direction. C'est t'asseoir avec toi-même sans masque, sans bruit, sans distraction. C'est permettre à ton esprit de respirer. Le silence est un filtre. Tout ce qui ne sert pas reste dehors. Tout ce qui compte émerge. Mais voici la vérité inconfortable. Le silence fait mal au début. Il fait mal parce qu'il te montre ce que tu as toujours évité de ressentir. Il t'enseigne les frustrations que tu cachais, les vides que tu ignorais, les décisions que tu as reportées et les réalités que tu ne voulais pas affronter. C'est pourquoi beaucoup préfèrent rester occupés, divertis ou distraits, non pas parce que le bruit est plus confortable, mais parce qu'il leur évite de se confronter. Le silence révèle, mais il libère aussi. Pratiquer le silence intérieur quotidiennement est un acte de discipline et de sincérité. Tu peux le faire n'importe où, tu n'as pas besoin de rituels compliqués. Assieds-toi simplement, respire, écoute. Laisse l'esprit parler et laisse l'esprit se taire. N'essaie pas de contrôler les pensées, observe-les simplement passer. Au début, cela semblera chaotique, mais ensuite, peu à peu, la clarté apparaît. Et avec elle, apparaît le pouvoir.
Celui qui maîtrise le silence maîtrise son monde intérieur. Il répond mieux, pense mieux, ressent mieux. Il ne se laisse pas entraîner par n'importe quelle provocation. Il ne tombe pas dans des impulsions inutiles. Il ne vit pas à la merci du bruit des autres. Son esprit devient un refuge, pas une prison. 4. Vise chaque action avec présence. La présence fonctionne comme une lanterne au milieu d'une forêt sombre. Quand tu l'allumes, tu vois le chemin clairement. Quand tu l'éteins, tout devient confus, incertain et plein d'ombres qui semblent plus grandes qu'elles ne le sont réellement. C'est ce qui t'arrive quand tu vis divisé entre ce que tu fais et ce que tu penses, entre le passé qui te pèse et le futur qui te fait peur. Ton corps est à un endroit, mais ton esprit est ailleurs, et ainsi personne ne peut avancer avec assurance. Vivre avec présence est une compétence que peu de gens maîtrisent. La plupart se déplacent en mode automatique, piégés dans des pensées répétitives, des doutes inutiles et des dialogues internes qui ne s'arrêtent jamais. Ils accomplissent des actions comme s'ils les regardaient de loin, déconnectés, dispersés, sans véritable intention. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie ne change pas. La réponse est simple, ils ne vivent pas le moment où ils peuvent vraiment transformer quelque chose, le maintenant. Le stoïcisme le disait sans détour, le seul temps que tu possèdes est l'instant que tu vis. Tout le reste est illusion, fumée mentale, une tentative d'échapper à la réalité présente. Celui qui ne vit pas avec présence gaspille sa vie. Non pas par manque d'opportunités, mais par manque d'attention. Non pas parce que le monde lui ferme des portes, mais parce que son esprit est trop occupé pour les voir. La psychologie actuelle le confirme. L'esprit présent est plus stable, plus émotionnellement intelligent et plus capable de prendre des décisions judicieuses. Quand tu es ici, vraiment ici, la rumination diminue, l'excès de soucis s'arrête et le pilote automatique qui te fait répéter les mêmes schémas encore et encore s'éteint. Vivre avec présence te rend la capacité de choisir. Les neurosciences expliquent que lorsque tu te concentres sur le moment présent, tu actives des réseaux neuronaux associés au contrôle exécutif et à la prise de décision consciente. Cela signifie que chaque action devient plus précise, chaque pensée plus claire et chaque émotion plus gérable. La présence ordonne le chaos interne parce qu'elle limite l'accès aux stimuli non pertinents. Tu deviens le maître de ton attention. Mais vivre avec présence exige du courage. Il faut faire face à ce que tu évites. Il faut cesser de fuir vers un passé qui n'existe plus et vers un futur que tu ne peux pas contrôler. Il faut s'engager dans ce que tu fais, qui tu es et ce que tu construis. Et cela n'est pas toujours confortable. La présence te confronte à tes distractions, à tes excuses et à tes habitudes qui ne servent plus. La présence est aussi précision. Quand tu manges, tu manges. Quand tu parles, tu parles. Quand tu travailles, tu travailles. Quand tu te reposes, tu te reposes. Pas question de tout mélanger, pas question de multiplier les tâches, pas question de laisser ton esprit sauter comme un animal agité. Chaque action a un but, et chaque but a un moment. Quand tu vis ainsi, même les petites choses deviennent significatives. Vivre avec présence te protège aussi. Quand tu es attentif, tu détectes les manipulations, tu identifies les signaux, tu perçois les changements et tu réponds avec intelligence. Tu ne te perds pas dans des interprétations exagérées, ni dans des réactions impulsives. Tu vois la réalité telle qu'elle est, pas comme ton esprit perturbé l'invente. La présence te donne du pouvoir, car elle te permet d'agir à partir de la conscience, pas de la confusion. Pratiquer la présence quotidienne n'est pas compliqué, mais cela demande de la discipline. Observe ta respiration pendant quelques secondes. Sens tes pas pendant que tu marches. Concentre ton attention sur une seule tâche. Reste conscient de tes pensées sans te laisser emporter par elles. Ce n'est pas de la spiritualité abstraite, c'est de l'entraînement mental. 5. Protège et renforce ton focus. Le focus ressemble à une flèche lancée au milieu d'un champ plein de vent. Si la flèche n'a pas de direction claire, le courant la dévie. Si tu la lâches sans fermeté, elle tombe avant d'atteindre la cible. Et si tu permets à n'importe quel bruit de te distraire, tu perds la force du tir. Il en va de même pour ton esprit.
Peu importe combien de talent tu as, combien de motivation tu ressens ou combien de rêves tu veux atteindre, si ton focus est faible, tout se disperse. La vérité est que nous vivons dans l'ère la plus dangereuse pour l'attention humaine. Pas dangereuse à cause des guerres ou des catastrophes physiques, mais à cause de la guerre silencieuse qui se déroule dans ta tête. Chaque application, chaque écran, chaque notification est conçue pour te voler des secondes de focus qui, lorsqu'elles s'additionnent, finissent par te coûter des années entières de progrès. La distraction n'est plus un accident, c'est un système. Et si tu n'en es pas conscient, ce système te dévore. Le stoïcisme parlait déjà de cela bien avant l'existence des écrans. Il disait que celui qui ne contrôle pas son attention ne contrôle pas sa vie. Le sage ne gaspille pas son énergie dans quoi que ce soit qui ne contribue pas à son but. La concentration était un acte de discipline interne et aussi de respect de soi. Parce que se concentrer n'est pas seulement choisir quelque chose, c'est renoncer à tout ce qui t'éloigne de cela. La psychologie moderne renforce cette idée. L'esprit humain n'est pas fait pour le multitâche, même si tout le monde le croit. Chaque fois que tu sautes entre les tâches, ton cerveau paie un coût cognitif. C'est comme s'il redémarrait légèrement encore et encore. Tu perds en profondeur, tu perds en qualité, tu perds en clarté. Tu finis fatigué sans avoir réellement progressé. C'est pourquoi beaucoup ont l'impression de beaucoup travailler, mais de peu progresser. Ils ne sont pas concentrés, ils sont divisés. Les neurosciences confirment que le focus est un muscle. Quand tu l'entraînes, il se renforce. Quand tu le négliges, il s'atrophie. Et les distractions ont le même effet qu'un poison lent. Elles ne te tuent pas en un jour, mais elles te dépouillent de ta capacité à maintenir l'esprit dans une seule direction. Ton attention devient fragile, inquiète, incapable de soutenir une tâche sans vouloir s'échapper vers des stimuli plus faciles. Renforcer le focus implique 3 décisions. La première, protéger ton esprit de ce qui l'affaiblit. Cela signifie des limites. Limites avec les réseaux, limites avec les personnes, limites avec tes propres habitudes impulsives. Tu ne peux pas te concentrer si tu permets à n'importe qui d'entrer dans ton esprit quand il le veut. La deuxième décision est d'éliminer le bruit inutile. Ce n'est pas du radicalisme, c'est de l'hygiène mentale. Chaque chose que tu élimines libère de l'espace pour ce qui compte vraiment. La troisième décision est de t'engager avec l'essentiel. Ton esprit a besoin de savoir ce qui est prioritaire pour ne pas errer sans direction. La présence et le focus sont connectés. Tu ne peux pas te concentrer si tu n'es pas présent. Et tu ne peux pas être présent si ton esprit est entraîné à sauter de stimulus en stimulus. Maîtriser le focus implique de construire de la résistance. Résister à la tentation de te distraire. Résister à l'impulsivité. Résister au besoin de gratification instantanée. Le focus te force à grandir parce qu'il te force à choisir. Cultiver le focus te donne aussi du pouvoir social. Dans un monde plein d'esprits dispersés, la personne qui peut se concentrer se démarque sans effort. Elle devient plus fiable, plus précise, plus efficace. La clarté mentale est une forme d'autorité. Les gens suivent celui qui pense avec direction. Ils respectent celui qui ne se brise pas sous des stimuli superficiels. Ils admirent celui qui va fermement vers un objectif sans dévier. 6. Reconnais et désactive ton ego. L'ego fonctionne comme un miroir brisé. Il reflète quelque chose, oui, mais de manière déformée. Il te montre une version agrandie quand tu veux te sentir supérieur et une version minimale quand tu te sens insécurisé. Il ne te montre jamais la réalité complète, seulement des fragments, seulement des morceaux. Et toi, croyant que ce miroir est vrai, tu finis par agir à partir d'une identité fragile qui répond plus à la peur qu'à la conscience. L'ego est ce bruit mental qui apparaît quand tu ne sais pas qui tu es, sans les apparences, sans les éloges, sans la validation externe ou sans les histoires que tu te racontes pour ne pas affronter ta vérité. C'est cette voix qui a besoin d'avoir raison, qui veut être vue, acceptée, admirée, protégée du rejet.
Mais surtout, c'est une construction qui t'affaiblit quand elle gouverne tes décisions. Et si tu ne le reconnais pas, il te contrôle. Le stoïcisme l'a bien compris. Ils enseignaient que le véritable ennemi n'est pas le monde, mais l'esprit qui s'accroche à une fausse identité. Le sage connaît sa valeur sans avoir besoin de la démontrer. Il connaît ses limites sans en avoir honte. Il connaît son rôle dans la vie sans se gonfler ni se rétrécir. Il sait que l'ego exagère, invente, manipule et dramatise. C'est pourquoi il l'observe et le maintiennent à sa place. La psychologie moderne le souligne également. L'ego agit comme un mécanisme de défense conçu pour te protéger de la douleur émotionnelle. Quand tu ressens de la peur, l'ego veut contrôler. Quand tu ressens de la honte, l'ego veut fuir. Quand tu te sens petit, l'ego veut s'imposer. Mais toutes ces réactions te déconnectent de la réalité. Tu agis pour défendre ton image, pas pour résoudre ta vie. Désactiver l'ego ne signifie pas l'éliminer. Cela signifie reconnaître quand il essaie de t'utiliser. Cela signifie l'observer sans le laisser prendre le contrôle du volant. La clé est d'identifier ces signaux. L'ego se manifeste avec précipitation, avec réactivité, avec un orgueil exagéré, avec une insécurité déguisée en force, avec un besoin d'approbation, avec une peur de se tromper ou avec de l'arrogance quand tu te sens vulnérable. Les neurosciences expliquent que l'ego s'active dans les régions du cerveau associées à la peur, à la survie et au jugement social. C'est pourquoi il réagit si rapidement. Il ne pense pas, il se défend. Il n'analyse pas, il attaque. Et si tu ne prends pas de distance, il t'entraîne. Il te fait répondre impulsivement, prendre des décisions à partir du ressentiment, discuter inutilement, éviter des conversations importantes ou saboter des opportunités juste pour maintenir ton image intacte. Reconnaître l'ego implique une honnêteté radicale. Cela implique de te dire à toi-même « cela m'a fait mal, cela m'a ému, cela a touché mon orgueil, cela m'a fait me sentir petit ». Quand tu nommes ce que tu ressens, tu reprends le pouvoir. Quand tu le caches, l'ego grandit. Il n'y a pas de transformation possible sans cette sincérité interne. L'ego se nourrit de ce que tu caches. Il s'affaiblit avec ce que tu admets. Le désactiver signifie aussi savoir quand faire un pas en arrière. Parfois, tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot. Parfois, tu n'as pas besoin de te défendre. Parfois, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Parfois, la réponse la plus puissante est le silence. D'autres fois, l'acceptation. D'autres fois, la réévaluation. L'ego veut réagir, mais ta sagesse veut comprendre. Quand tu apprends à voir l'ego comme un reflet, pas comme ton identité, la véritable liberté commence. Tu n'es plus contrôlé par les vieilles blessures, ni par les peurs invisibles, ni par le besoin que le monde valide ton existence. Tu commences à prendre des décisions à partir du calme, pas de l'orgueil, à partir de la clarté, pas de la peur, à partir de l'authenticité, pas du masque. La personne qui contrôle son ego contrôle son destin. 7. Activez votre esprit observateur. Activer l'esprit observateur, c'est comme allumer une caméra de sécurité en vous. La plupart des gens vivent à l'intérieur de la scène, confus par le mouvement, pris dans le chaos du moment, réagissant sans réfléchir. Mais lorsque vous activez cette caméra interne, vous ne faites plus partie du désordre, vous êtes celui qui l'observe de haut. Vous voyez les motifs, vous voyez les répétitions, vous voyez la racine de vos réactions, et surtout, vous voyez ce qui vous contrôlait auparavant sans que vous vous en rendiez compte. L'esprit observateur est l'outil le plus puissant que vous ayez pour prendre du recul émotionnel. C'est l'espace intérieur où vous pouvez voir vos pensées sans être vos pensées, où vous pouvez ressentir vos émotions sans devenir ces émotions, et où vous pouvez remarquer vos impulsions sans leur obéir. Cet espace est la liberté. Sans lui, vous êtes l'esclave de votre programmation automatique. La plupart des gens vivent en réagissant comme si chaque émotion était un ordre. Ils se mettent en colère et agissent à partir de la colère. Ils ressentent de l'anxiété et agissent à partir de la peur. Ils ressentent de la tristesse et s'enfoncent dans l'idée que quelque chose ne va pas dans leur vie.
Mais l'émotion ne devrait être qu'un avertissement, jamais une sentence. Les stoïciens l'enseignaient avec une clarté totale. Ce qui vous perturbe n'est pas ce qui se passe, mais l'interprétation automatique que votre esprit crée. Et si vous ne l'observez pas, elle vous consume. La psychologie cognitive le confirme. L'esprit réagit avant que vous puissiez traiter. Des pensées automatiques apparaissent sans votre permission. Elles sont rapides, intenses, parfois irrationnelles, mais elles ne vous définissent pas. Elles ne deviennent dangereuses que lorsque vous les acceptez sans les remettre en question. L'esprit observateur agit comme un filtre qui sépare ce que vous êtes de ce qui passe simplement en vous. La neuroscience explique que lorsque vous observez vos propres processus internes sans vous identifier à eux, vous activez le cortex préfrontal, la partie du cerveau associée au raisonnement et à l'autocontrôle. C'est comme si votre esprit passait du mode réactif au mode conscient. Vos émotions cessent de vous contrôler et commencent à devenir des informations utiles. Ce changement de position mentale transforme votre vie. Activer l'esprit observateur signifie vous entraîner à voir avant de réagir, remarquer la colère avant le cri, remarquer la tristesse avant l'effondrement, remarquer la peur avant la retraite. Ce n'est pas facile, mais c'est la différence entre perdre le contrôle ou le maintenir. Lorsque vous observez, vous brisez automatiquement le cycle de l'impulsion. Le temps ralentit et vous récupérez la décision. Cela implique également de voir vos schémas, voir comment vous répétez les mêmes pensées lorsque vous vous sentez insécurisé, voir comment vous justifiez des habitudes qui vous nuisent, voir comment vous créez des histoires exagérées dans votre tête quand quelque chose ne se passe pas comme vous l'espériez. L'observation vous permet de reconnaître votre programmation émotionnelle et mentale, et une fois que vous la reconnaissez, vous pouvez la réécrire. Activer cet esprit nécessite une pratique quotidienne. Vous n'avez pas besoin de rituels compliqués, juste de la présence. Quand quelque chose vous dérange, arrêtez-vous pendant 2 secondes et observez ce que vous ressentez. Quand quelque chose vous perturbe, identifiez l'histoire que votre esprit est en train de créer. Quand une pensée négative apparaît, regardez-la comme si c'était une phrase écrite sur un écran. Observez sans juger. Observez sans réagir. Observez sans croire que vous êtes cela. Avec le temps, vous commencez à distinguer entre votre voix intérieure et le bruit mental. Votre voix est calme, ferme, raisonnable. Le bruit est chaotique, impulsif, craintif. L'esprit observateur est celui qui entend cette différence. Cette compétence vous donne un énorme avantage dans un monde émotionnellement débordant. Elle fait de vous quelqu'un de difficile à manipuler parce que vous ne réagissez plus automatiquement. Elle fait de vous quelqu'un de stable parce que vous voyez avant d'agir. 8. Décide calmement, pas impulsivement. Prendre des décisions sur l'impulsion, c'est comme conduire sous une tempête intense. Le pare-brise se remplit d'eau, la route se déforme, les lumières se confondent et le moindre mouvement brusque peut vous conduire directement au désastre. Mais lorsque vous vous arrêtez, lorsque vous attendez quelques secondes, lorsque vous observez avec clarté, la tempête cesse d'être une menace et devient quelque chose que vous pouvez traverser avec prudence et fermeté. C'est ainsi que fonctionne le calme dans votre vie. Il n'élimine pas les problèmes, il vous donne une direction face à eux. L'impulsion est rapide, bruyante, anxieuse et veut toujours tout de suite. Elle ne pense pas, elle réagit. Elle n'analyse pas, elle se lance. Elle est chargée d'émotions pures et c'est pourquoi elle vous convainc d'agir sans mesurer les conséquences. L'impulsion vous dit « Réponds maintenant ». Défends-toi maintenant. Fais quelque chose même si tu ne sais pas quoi. Ne laisse pas passer l'opportunité même si elle n'est pas la tienne. Ne reste pas immobile parce que tu vas perdre. Mais chacune de ces voies est guidée par la peur, l'ego ou l'insécurité. Et ce qui naît de là ne crée presque jamais de bons résultats. Le calme, en revanche, est une force silencieuse. Il ne vous crie pas dessus. Il ne vous met pas la pression. Il n'exige pas d'urgence. Il vous murmure simplement « Attends, respire, comprends, regarde le tableau dans son ensemble, choisis avec intention ».
Le calme n'élimine pas l'intensité émotionnelle, il vous aide simplement à ne pas agir sous son emprise. Et cette différence change des destins entiers. Les stoïciens le savaient. Ils disaient qu'aucune décision prise sous une tempête intérieure ne peut être sage. La clarté apparaît toujours lorsque l'esprit cesse de brûler. Le calme n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est voir la situation de haut, pas de la blessure. C'est agir à partir du but, pas de l'émotion. Parce que lorsque vous décidez impulsivement, vous protégez votre ego, mais lorsque vous décidez calmement, vous protégez votre avenir. La psychologie moderne montre que les décisions impulsives proviennent du système limbique, la partie émotionnelle la plus ancienne du cerveau, tandis que les décisions réfléchies activent le cortex préfrontal, associé au raisonnement, à la planification et au contrôle de soi. Autrement dit, lorsque vous répondez calmement, vous utilisez littéralement la partie la plus intelligente de votre cerveau. Lorsque vous répondez impulsivement, vous utilisez la partie la plus primitive. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la biologie. Les neurosciences ajoutent quelque chose de clé. Entre le stimulus et la réaction, il y a un espace, et cet espace peut être si petit que vous ne le remarquez parfois pas, mais il est là. Cet espace est où se trouve votre liberté. La liberté de ne pas répondre immédiatement, la liberté de ne pas céder à la peur, la liberté de ne pas vous blesser avec vos propres décisions, la liberté de ne pas détruire quelque chose pour une colère de 5 secondes, la liberté de penser. Décider calmement implique d'apprendre à faire une pause. Faire une pause n'est pas arrêter la vie, c'est la diriger. C'est vous donner quelques secondes pour voir l'intention derrière votre réaction. Vous demandez, ce que je ressens est-il réel ou est-ce mon ego? Cette décision me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de qui je veux être? Est-ce que j'agis à partir de la blessure ou de la raison? Le calme vous permet de répondre avec précision. L'impulsion vous fait tirer sans viser. Mais le calme n'apparaît pas seul, il se travaille. Il se cultive comme la concentration ou le silence intérieur. Il se renforce chaque fois que vous décidez de ne pas réagir. Chaque fois que vous choisissez de respirer avant de parler, chaque fois que vous ressentez l'impulsion de répondre rapidement et que vous choisissez d'attendre. Ces secondes sont plus importantes que vous ne l'imaginez. Ces secondes sont du pur contrôle de soi. Il y a une vérité inconfortable que la plupart préfèrent ne pas regarder en face. La stabilité externe ne garantit pas une plénitude interne. Tu peux avoir un emploi sûr, une routine qui fonctionne, même des relations qui semblent solides. Mais ressentir à l'intérieur un vide subtil, une sorte de fatigue existentielle qui s'accumule avec les années. Nous vivons en mode automatique, répétant des schémas, déconnectés de ce qui compte vraiment, croyant qu'un jour, avec un peu plus de chance, un peu plus de temps ou moins de problèmes, quelque chose changera. Mais la réalité est que rien ne change si tu ne changes pas. La philosophie stoïque l'a compris bien avant nous. Il y a des mécanismes mentaux et des habitudes émotionnelles qui nous maintiennent piégés, et les briser exige du courage et de la discipline. Personne ne va te sauver de cette inertie. Toi seul peux décider de cesser de survivre et de commencer à vivre avec intention. Il ne s'agit pas de chercher une perfection impossible, mais de te reconstruire de l'intérieur, esprit, corps et cœur, travaillant ensemble, sans excuse. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, tous ont affronté des batailles internes qui ne se résolvaient pas avec de l'argent, du pouvoir ou de la reconnaissance sociale, mais avec un entraînement quotidien et une honnêteté brutale envers eux-mêmes. Aujourd'hui, tu as la même responsabilité. Jusqu'à quand vas-tu reporter le changement? Devenir quelqu'un de résilient, conscient et épanoui n'est pas un cadeau. C'est une conquête quotidienne. Commence maintenant. Discipline ton esprit, renforce ton corps, guéris ton cœur. La transformation n'est pas pour ceux qui attendent, c'est pour ceux qui agissent. Ce que tu ne travailleras pas aujourd'hui devient une dette envers toi-même demain. 1. Réveille-toi et observe ta vie actuelle. Je vais te dire la vérité, même si ce n'est ni confortable pour toi ni pour moi. Souvent, j'ai fait semblant de ne pas voir ma propre vie.
J'ai su que quelque chose n'allait pas, que la routine était un piège, mais j'ai préféré détourner le regard. Je me suis habitué à ignorer les signes, à justifier mon insatisfaction avec n'importe quelle excuse facile. L'esprit trouve 1000 façons de déguiser la réalité, de construire des justifications pour ne pas affronter le vide. À quoi bon bouger si j'ai un emploi, un lit, un écran et un certain confort? Ce qui est facile, c'est de rester là, anesthésié, en attendant que les choses changent toutes seules. Mais la réalité est que rien ne bouge tant que tu ne décides pas de regarder ce que tu as évité. C'est la première fracture, la peur de t'observer avec une brutalité honnête. Aujourd'hui, je te le dis directement, tu ne peux rien réparer tant que tu agis comme si tout allait bien juste parce que ça n'explose pas à ta face. Ce masque de tout est sous contrôle est le plus lourd de tous. Le corps te fait payer, tu te sens fatigué, avec le moral à plat, parfois irritable sans raison. L'esprit se remplit de bruits de fond, de comparaisons absurdes, de micro-frustrations que tu ne reconnais jamais à voix haute. Et le cœur, oui, je te l'assure, se dessèche peu à peu. Car vivre sans but, c'est comme accumuler une dette émotionnelle qui te rend chaque jour un peu plus pauvre à l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'attendre de toucher le fond pour te réveiller. Le déni est le piège le plus efficace qui existe. Regarde-toi en face, sans fioriture. Qu'as-tu fait pour te sentir aussi bloqué? Ne me dis pas que c'est la faute des circonstances, de la chance ou des personnes autour de toi. Ce récit est pour ceux qui préfèrent vivre endormis, convaincus qu'ils ne peuvent rien changer. Le stoïcisme exige exactement le contraire, la responsabilité absolue de ta perception de la vie. Tu n'as pas le droit de te plaindre du vide si tu n'es même pas capable de regarder clairement l'endroit où tu es. Le confort est addictif, mais il est aussi corrosif. Chaque matin où tu répètes le même scénario, où tu acceptes la médiocrité déguisée en stabilité, tu t'éloignes un pas de plus de toi-même. Et tu le sais, même si tu le nies. Se réveiller vraiment est inconfortable. C'est accepter qu'une partie de tes journées est un mécanisme automatique, que tu t'es raconté des histoires pour ne pas ressentir de culpabilité, que tu as laissé passer des opportunités par peur d'échouer ou de déranger les autres. C'est cesser de chercher des échappatoires dans des distractions vides. Personne ne va te sauver de cette inertie, ni un partenaire, ni un nouvel emploi, ni un changement extérieur. La reconstruction commence lorsque tu oses observer chaque point faible, chaque pensée répétée, chaque décision qui repousse l'essentiel. Il ne s'agit pas de chercher une révélation grandiose, mais de faire face à l'évidence inconfortable de ton propre stagnation. Le premier pas est brutal, car il implique de cesser de te mentir. Arrête de blâmer le passé, ta famille, l'économie ou la société. La vie te file entre les doigts à justifier ce que tu n'oses pas changer. Si tu n'as pas le courage de regarder avec précision ta situation actuelle, rien de ce qui viendra ensuite ne servira. Tu n'es pas brisé, mais désaligné. Et tant que tu ne le reconnais pas, tu continueras à ajouter des jours vides au calendrier. L'auto-tromperie est la drogue la moins chère et la plus destructrice. Il faut du courage pour arrêter de l'utiliser. Observe ta vie maintenant, sans filtre, sans fioriture, sans excuse. Si tu n'es pas capable de te regarder avec brutalité, tu ne seras pas non plus capable de bouger. Personne ne peut transformer ce qu'il ne reconnaît pas. C'est aussi simple que ça, aussi difficile que ça. L'inconfort sauve. L'inconfort est le premier symptôme que quelque chose peut renaître. 2. Rompez le cycle des pensées automatiques. L'esprit, si vous ne le surveillez pas, ressemble à une usine de rouage sans superviseur. Chaque pièce tourne, s'emboîte et produit toujours la même chose, sans jamais se demander pourquoi. Ainsi, les pensées automatiques s'enchaînent, répétant de vieux schémas, installant des réponses prévisibles et sabotant toute tentative de nouveauté réelle. Ce n'est pas que vous soyez incapable de penser différemment, c'est que le système d'exploitation que vous utilisez fonctionne depuis des années avec les mêmes algorithmes, appris dans l'enfance, renforcés par l'habitude et légitimés par la peur de l'erreur.
Chaque fois qu'un instant de doute ou d'inconfort surgit, l'esprit active son protocole défensif. Il répète des phrases connues, justifie l'inertie, minimise les risques et retourne à sa zone de sécurité mentale. Ce n'est pas de la réflexion, c'est une répétition déguisée. Demandez-vous combien de vos pensées quotidiennes sont réellement les vôtres et combien sont des résidus de vieilles croyances, de ce que d'autres vous ont programmé à accepter. Le cycle fonctionne ainsi. D'abord, une sensation d'inconfort ou de vide. Ensuite, la pensée automatique apparaît comme un réflexe conditionné. Cela a toujours été ainsi. Ça n'a pas de sens d'essayer. Je suis trop vieux pour changer. Je ne suis pas de ceux qui peuvent. Ces déclarations sont des briques qui construisent une cellule invisible. Le problème est que la plupart ne les remet même pas en question. Vous vivez comme si ces phrases étaient des faits et non de simples interprétations. Le corps, alors, répond à ce récit. La posture se courbe, l'énergie chute, la motivation se dissout avant de naître. À long terme, le résultat est une identité appauvrie, limitée par un scénario invisible que vous n'avez jamais écrit consciemment. Rompre le cycle n'est pas une question d'optimisme naïf, ni de phrases motivantes vides. C'est de l'ingénierie mentale. Identifier les pièces, les démonter et oser redessiner le mécanisme. Le stoïcisme ne demande pas de devenir un robot froid, mais d'être l'architecte de votre propre système de pensée. Pour cela, l'observation est l'outil principal. Chaque fois que vous remarquez une réaction automatique, cet élan immédiat de vous plaindre, d'abandonner, de vous comparer ou de chercher une excuse, arrêtez le processus comme si vous appuyiez sur un bouton de pause sur la chaîne de montage. Observez la phrase exacte qui surgit et examinez son origine. Est-ce une défense, une habitude, un héritage de vos parents ou une conclusion mal digérée d'une expérience passée? Exposez-la à la lumière de la logique et des preuves actuelles. Si elle ne résiste pas à l'analyse, jetez-la. Ici, il n'y a pas de place pour la pitié envers l'auto-illusion. Chaque pensée automatique que vous conservez est un frein que vous acceptez. La difficulté réside dans la constance. Au début, vous découvrirez que votre esprit lance des centaines de ces pensées en une seule journée. Peu importe. L'essentiel est de développer la discipline de les attraper à temps, comme un sentinelle qui patrouille son propre territoire. La maîtrise ne vient pas d'éliminer le flux, mais de le domestiquer. C'est un acte de force silencieuse. Chaque fois que vous brisez un cycle automatique, vous gagnez 1 millimètre de liberté. La liberté mentale n'est pas grandiose. Elle se conquiert dans les détails, dans la vigilance quotidienne, dans l'acte de vous refuser à être l'otage de vos vieilles idées. Vous n'êtes pas vos pensées automatiques. Vous êtes celui qui décide lesquelles méritent de rester. L'esprit peut être votre pire geôlier ou votre plus grand allié. Si vous voulez transformer votre vie depuis la racine, vous devez commencer par le filtre avec lequel vous interprétez la réalité. Personne ne devient vraiment stoïque tant qu'il continue à céder aux vieux automatismes. Le véritable pouvoir réside dans l'interruption consciente. Changez le récit et l'expérience changera. La liberté commence lorsque vous questionnez votre programmation. 3. Entraîne ton esprit avec une discipline quotidienne. La vérité est celle-ci. Personne ne viendra te sauver du chaos mental que tu traînes chaque jour. Si tu n'entraînes pas ton esprit avec discipline, le désordre devient ton seul guide. Observe n'importe quelle personne qui a perdu le contrôle, le froncement de sourcils en consultant son téléphone, les épaules affaissées, le regard qui ne s'arrête sur rien, la respiration courte et superficielle. Ce sont des signes clairs d'un esprit abandonné à son sort, dominé par des impulsions, des automatismes et de vieilles histoires qui ne sont jamais remises en question. La plupart vivent ainsi, piégés dans une routine de pensée qu'elles n'ont jamais choisie, esclaves de réactions qui se déclenchent sans avertissement et d'habitudes mentales qui se répètent comme une litanie. Chaque geste, chaque micro-décision est une petite reddition face au désordre intérieur. Si tu ne stoppes pas cette machine, ta vie devient une accumulation de jours flous, sans direction, sans but, sans force intérieure. La discipline mentale n'est pas une mode, ni un conseil de développement personnel. C'est un besoin fondamental, tout comme la nourriture ou le repos.
Pense au moment où tu te lèves et que ton premier réflexe est de chercher l'écran, de consulter des messages, de te distraire avant d'affronter le poids de la journée. Ce n'est pas la liberté, c'est de la dépendance. Le corps le ressent. Tension dans la mâchoire, mains agitées, fatigue avant midi. L'esprit, sans entraînement, saute de préoccupation en préoccupation comme un animal effrayé, anticipant toujours des problèmes, fuyant constamment le présent. Pour briser ce cycle, tu as besoin d'une pratique quotidienne, d'une routine aussi non négociable que de te brosser les dents. Il ne s'agit pas de chercher une inspiration occasionnelle, mais d'installer un système qui rééduque tes pensées chaque jour, sans exception. L'entraînement mental commence par les détails les plus concrets. Le moment où tu choisis quelle pensée laisser entrer, la décision de ne pas alimenter des idées destructrices, l'exercice d'observer sans réagir. Un exemple, lorsque tu ressens l'envie de te critiquer ou de prédire l'échec, arrête-toi. Fais une vraie pause, note la tension dans ta poitrine, la chaleur dans ta nuque, la façon dont ton visage se durcit. Cette pause est le début du contrôle. La discipline consiste à te regarder avec honnêteté et à rediriger ton attention, non vers ce que tu crains, mais vers ce que tu peux construire. Fais-le chaque fois, jusqu'à ce que cela devienne un réflexe. Tout comme un muscle répond à un entraînement constant, l'esprit se renforce avec la répétition quotidienne de ces petites victoires. Choisis tes pensées comme tu choisis ta nourriture. Ce que tu laisses entrer te nourrit ou t'empoisonne. Entraîner l'esprit implique également de concevoir tes propres rituels de clarté. Cela peut être d'écrire 3 lignes au réveil pour organiser ce qui est urgent et important. Cela peut être de s'asseoir quelques minutes en silence avant d'agir. Cela peut être de revoir chaque soir les pensées que tu as autorisées et celles que tu as rejetées. Ce n'est pas du perfectionnisme, c'est de l'hygiène mentale. Ce que tu ne nettoies pas pourrit, ce que tu ne ranges pas déborde. Chaque jour que tu reportes cet entraînement, la dette mentale augmente. Et je te le dis simplement, personne ne sort de la médiocrité mentale par accident. La discipline mentale se remarque dans le quotidien, dans la fermeté avec laquelle tu te relèves lorsque tu tombes dans des plaintes inutiles, dans le calme que tu peux maintenir face à une critique, dans la capacité de choisir une réponse et de ne pas te laisser posséder par l'impulsion. Veux-tu de la force intérieure? Fais de l'entraînement mental un acte aussi naturel que de respirer. C'est ce qui sépare celui qui dirige sa vie de celui qui la survit. Tu es responsable de ton propre filtre, de ton propre focus. Ne délègue pas ce pouvoir. L'esprit entraîné ne résiste pas seulement au chaos, il le transforme en croissance. L'autodiscipline est le fondement de toute véritable liberté. Personne ne peut te l'offrir. 4. Renforce ton corps avec des actions conscientes. Tu te réveilles et le premier mouvement est vers le téléphone. Doigt fatigué, l'écran qui illumine les yeux avant même que tu aies dit un mot ou bu un verre d'eau. Tu n'as même pas respiré profondément, mais tu soumets déjà ton corps au même cycle. Notifications, images, messages qui ne changent rien de réel. Tu t'assois sur le lit, le dos voûté, les pieds sur le sol froid, et bien que tu saches que tu devrais bouger, t'étirer, boire quelque chose qui réveille tes muscles, tu décides d'économiser de l'énergie comme si tu devais la garder pour une bataille qui n'arrive jamais. Le corps s'habitue vite au confort, mais aussi à l'apathie. Tu finis par le traîner dans la maison, demandant un café pour forcer le démarrage, ignorant la tension dans le cou, la lourdeur des épaules, la torpeur qui s'installe même avant d'affronter la journée. C'est ainsi que l'on commence à perdre la guerre intérieure, quand le corps devient un simple véhicule sans direction, obéissant à de vieilles ordres, cédant au désir immédiat d'éviter tout effort. Ce que presque personne ne reconnaît, c'est la connexion brutale entre l'état physique et la clarté mentale. Tu peux répéter 1000 fois que tu veux changer de vie, mais si ton corps est faible, engourdi, sans discipline, ton esprit traîne derrière, incapable de soutenir une décision ferme. Le stoïcisme n'a jamais séparé l'âme du corps comme s'ils étaient ennemis.
Au contraire, il a enseigné que la force se construit à partir des actes les plus concrets. Sauter l'entraînement, remettre à demain la promenade au soleil, ignorer la vraie faim et se laisser vaincre par l'anxiété de la malbouffe, ce sont toutes des décisions qui pèsent. Personne ne devient fort en pensant à la force. La force s'entraîne, se cultive, se conquiert par des actions petites, inconfortables et répétées. Chaque fois que tu choisis de bouger quand tu n'en as pas envie, chaque fois que tu priorises le vrai repos sur la distraction, chaque fois que tu dis non aux excès et oui à l'auto-soin, tu reconstruis la base de ta volonté. Il ne s'agit pas seulement de bien paraître ou de répondre à des normes extérieures, il s'agit de retrouver la sensation de contrôle physique, de se rappeler que le corps n'est pas seulement un instrument pour travailler et consommer, mais le terrain où se joue ta liberté. Manger avec conscience n'est pas une mode, c'est un acte de respect de soi. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est un investissement dans la clarté. Bouger même juste une demi-heure, transpirer, sentir la vraie fatigue dans les muscles, c'est rappeler à l'esprit qu'il existe un pouvoir qui ne dépend de l'opinion de personne. Le corps est le premier territoire que tu peux gouverner. Si tu l'abandonnes, tout le reste vacille. Beaucoup attendent un changement émotionnel ou spirituel sans passer par le filtre de l'action physique. Ils tombent dans le piège de chercher des formules mentales tout en laissant le corps s'oxyder. Le résultat est prévisible. Fatigue, irritabilité, anxiété, une sensation constante d'être à moitié présent, de ne pas pouvoir soutenir ce que l'on pense ou rêve. Le corps qui ne se discipline pas devient le principal saboteur de tout objectif. Prends soin de ton énergie comme tu prends soin de ton argent. Ne la donne pas, ne la gaspille pas. Investis-la dans des actions qui te ramènent à la présence. Aucun conseil philosophique n'est utile si ton corps ne supporte pas l'exigence, s'il n'y a pas une base physique qui soutienne chaque pensée courageuse. La clé réside dans la constance. Tu n'as pas besoin de routines impossibles ni de sacrifices spectaculaires. Tu as besoin de choisir chaque jour un acte conscient en faveur de ton corps. C'est cela la discipline en action, pas en théorie. Sentir la fatigue après une marche, la légèreté après un sommeil profond, la satisfaction de manger juste ce qu'il faut, le froid d'une douche qui te sort de la torpeur, de petits gestes qui, accumulés, te redonnent la sensation d'être vivant et en contrôle. Le corps ne ment pas, il te montre le coût réel de tes décisions. Si tu veux un esprit fort, commence par un corps présent. Discipline et présence. Ce sont les deux clés qui ouvrent la porte de la liberté. Celui qui prend soin de son corps entraîne son caractère. 5. Choisis le malaise qui te transforme. La douleur que tu choisis est la seule qui compte. Ce n'est pas un hasard si tu es toujours piégé dans les mêmes problèmes année après année. Tu as une addiction silencieuse au chemin confortable, à la plainte sans action, à l'ennui qui ne se transforme en rien d'utile. Tu veux changer de vie sans payer le prix inconfortable de la transformation réelle. Mais je te le dis clairement, le confort est le poison lent qui t'empêche de grandir, et le malaise volontaire est le médicament amer qui te reconstruit vraiment. Arrête de donner tes jours à l'auto-tromperie que, un jour, de manière spontanée, tu vas devenir la meilleure version de toi-même sans avoir à transpirer, sans renoncer à quoi que ce soit, sans passer par le filtre du sacrifice. Cela n'existe pas. Si tu ne choisis pas le malaise conscient, la vie t'imposera un bien pire, celui de la frustration accumulée, de la médiocrité acceptée et du regret qui arrive quand il est déjà trop tard. Ne te méprends pas. Je ne parle pas de souffrance inutile, ni de l'autocompassion déguisée en humilité. Je parle du malaise qui te défie, qui te sort de la léthargie, qui t'oblige à te regarder en face et à prendre des décisions qui font mal parce qu'elles attaquent la racine de ta faiblesse. Le véritable changement n'arrive jamais enveloppé de plaisir. Il arrive sous forme d'inconfort volontaire, se lever tôt quand tout ton corps résiste, dire non à ce plaisir immédiat qui te draine de l'énergie, te fixer des limites là où tu te laissais aller à l'excès, t'entraîner quand le désir de procrastiner te murmure des excuses, bon marché. Le muscle que tu as le plus de mal à bouger est celui qui a le plus besoin de travail.
Chaque fois que tu choisis l'option inconfortable mais correcte, tu paies d'avance la vie que tu veux construire. Le malaise que tu choisis aujourd'hui est l'investissement qui te libère demain. La plupart des gens cherchent des raccourcis, des formules magiques, de la motivation express. Il n'y a rien de plus pathétique que celui qui attend de nouveaux résultats en répétant les mêmes habitudes faibles. Sénèque l'a dit sans détour. Tant que tu crains la douleur, tu restes esclave. Et toi, à combien de douleurs as-tu renoncé par peur de souffrir? Chaque fois que tu cèdes à la paresse, chaque fois que tu repousses ce pas inconfortable, tu renforces la prison qui te maintient telle qu'elle. La croissance personnelle n'est pas le résultat de l'inspiration, mais de la friction quotidienne. Tu ne te victimises pas parce que la vie est dure. Tu te victimises parce que tu n'acceptes pas le malaise nécessaire pour changer. Être fort, ce n'est pas supporter le chaos extérieur, mais s'imposer une dose de difficulté intérieure chaque jour. Celui qui entraîne sa tolérance à l'inconfort, celui qui se met à l'épreuve, celui qui n'a pas peur de la fatigue ni de l'épuisement mental, c'est celui qui se transforme vraiment. Ne cherche pas de réconfort dans les excuses. Le monde est déjà plein d'experts en procrastination. Si tu veux une existence pleine, tu dois traverser la douleur de grandir. La discipline n'est pas une punition, c'est le seul chemin vers la véritable liberté. Chaque choix inconfortable est une fracture dans l'ancienne structure qui te maintient lié. N'attends pas que la vie te force à changer à coup. Prends de l'avance. Choisis toi-même la difficulté. Fais-toi responsable de ton propre processus. Personne ne portera tes poids pour toi. Personne ne va transpirer à ta place. Personne ne va supporter les nuits de doute, les matins de fatigue ou les jours où tout semble contre toi. Cela t'appartient uniquement. Et c'est là que se forge le caractère. Le malaise que tu choisis est le péage que tu paies pour une vie significative. Si tu fuis aujourd'hui, demain tu paieras avec des intérêts. Si tu fais face maintenant, demain tu récoltes la liberté de te mouvoir sans peur. Il n'y a pas de transformation sans inconfort. Il n'y a pas de grandeur sans renoncement. Choisis le malaise qui te renforce ou accepte la condamnation du vide qui ne change jamais. C'est aussi simple que cela, c'est aussi brutal que cela. 6. Reconnaître et libérer les émotions retenues. Je vais être brutalement honnête. Pendant des années, j'ai porté des émotions que je ne reconnaissais même pas. Ce n'est pas que je ne les ressentais pas, c'est que j'ai appris à les encapsuler, à les mettre dans un coin de mon esprit, où elles ne dérangent pas trop. La honte, la colère, la tristesse ancienne, la culpabilité, toutes ces sensations inconfortables qui semblent ne pas avoir de place claire dans la vie adulte. Je les ai archivées les unes sur les autres, pensant que le temps ferait le travail de les effacer. Mais le temps ne fait que les enterrer. Il ne les fait jamais disparaître. C'est un mécanisme simple. Tu évites de sentir pour fonctionner, mais ce coup s'accumule sous forme de tension, de réactions exagérées, d'une sorte de fatigue existentielle dont tu ne comprends pas très bien d'où elle vient. La vérité inconfortable est que, tant que tu continues à ignorer ce que tu ressens vraiment, tu deviens otage de ces émotions retenues. Et je sais que je ne suis pas le seul. La plupart des gens font la même chose, par peur de briser la façade du contrôle, pour ne pas déranger les autres, pour ne pas affronter la douleur de ce qui n'a pas été résolu au moment opportun. Si tu décomposes l'origine de cette accumulation émotionnelle, tu verras qu'elle commence presque toujours dans l'enfance. On t'apprend à ne pas faire de drame, à ne pas montrer de faiblesse, à garder contenance. Tu grandis en pensant que ressentir est un risque, que ce qui est correct est d'être rationnel et de maintenir le contrôle en tout temps. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que les sentiments que tu ne traites pas ne disparaissent pas. Ils se transforment en symptômes, en comportements d'évitement, en une incapacité à te connecter vraiment avec les autres ou avec toi-même. Le corps somatise ce que l'esprit nie. L'anxiété, les blocages, la difficulté à profiter ou à prendre des décisions importantes ne sont que la manifestation superficielle d'un système émotionnel englué. Il n'est pas surprenant que, lorsque tu essaies d'avancer dans n'importe quel domaine, tu ressentes ce frein invisible qui te tire en arrière. Personne ne progresse en traînant un fardeau qu'il ne reconnaît pas.
C'est ici que la perspective stoïque apporte de la clarté. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais de les observer sans déguisement ni jugement. L'erreur la plus courante est de confondre la répression avec la force. La véritable force est de regarder ta colère, ta peur, ton chagrin, et de laisser ces émotions s'exprimer dans un espace sûr, sans en faire le centre de ton identité, mais sans non plus faire semblant qu'elle n'existe pas. Lorsqu'une émotion est reconnue, elle perd son pouvoir destructeur et peut se transformer en énergie utile. La première étape est l'identification précise, donner un nom à ce que tu ressens, sans l'embellir ni le minimiser. La phrase emblématique ici est « Ce que tu nommes, tu maîtrises ». Tu ne peux pas libérer quelque chose si tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Le mouvement suivant consiste à cesser d'alimenter le cycle d'évitement. Chaque fois qu'une émotion inconfortable surgit et que tu cours te distraire, à te justifier, à blâmer les autres, tu renforces le labyrinthe mental où tu te perds. L'entraînement consiste à te permettre de ressentir le poids de l'émotion, à reconnaître l'inconfort, puis à décider, de manière consciente, si cette énergie mérite une action, une conversation en attente ou simplement une acceptation. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a une stratégie. La libération émotionnelle est un processus actif, pas un accident. Écris ce qui te fait mal, parlant avec quelqu'un qui ne juge pas, ou assieds-toi simplement avec toi-même quelques minutes par jour et fais le bilan émotionnel de ta journée. Ce que tu ne libères pas aujourd'hui, demain devient une dette. Les conséquences de la libération des émotions retenues sont immédiates, bien que subtiles. Une plus grande légèreté, la capacité de répondre plutôt que de réagir, la clarté pour choisir sans traîner de vieilles frustrations. Un cœur congestionné ne peut jamais être une boussole. La phrase est simple, l'émotion retenue est un piège silencieux. Si tu veux avancer, tu dois vider ce poids, même si cela fait mal. Personne ne se transforme en portant un vieux bagage. Choisis de libérer ce qui n'apporte plus rien. C'est un travail inconfortable, oui, mais c'est le seul qui vraiment te redonne le contrôle sur ta vie. 7. Agis en accord avec tes véritables valeurs. Un accordéon mal accordé sonne encore plus mal quand tu le presses plus fort. C'est pareil dans la vie. Quand tu avances sans vérifier si chaque note que tu joues répond vraiment à ce que tu valorises ou si tu ne fais que répéter la mélodie des autres. Il y a des gestes quotidiens qui le trahissent. Tu es assis à ton bureau et ton corps fonctionne en automatique. Tes yeux parcourent l'écran, mais ton regard est terne. Chaque mot que tu dis en réunion semble être une réplique de ce que les autres attendaient de toi. La journée avance pleine de petits compromis avec la commodité, de promesses à moitié tenues, de décisions qui, au fond, sont des concessions. Il ne s'agit pas de grandes trahisons, mais de cette usure quotidienne où tu sacrifies ce qui est important pour ce qui est plus facile à justifier. C'est la différence entre vivre comme un instrument accordé qui résonne avec sa propre force ou comme un instrument qui, bien qu'il sonne, ne remplit jamais la salle. Agir en accord avec tes véritables valeurs n'est pas un luxe philosophique, ni une dose d'authenticité pour te sentir spécial. C'est le fondement sur lequel repose une existence qui ne s'effondre pas au premier vent. Tu le sens dans les détails. Quand tu dis non à un engagement que tu détestes, même si cela te coûte l'approbation des autres. Quand tu soutiens une vérité inconfortable face à ceux qui préfèrent le mensonge bienveillant, quand tu choisis le travail le moins rentable, mais le plus fidèle à ta vocation, même en sachant que le risque peut faire mal. Cet alignement n'est pas du confort, c'est une précision brutale entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Personne ne peut acheter le respect de soi qui provient d'agir en cohérence avec ce que tu valorises réellement. L'intégrité se construit dans les actes invisibles, dans les nuits où tu choisis le silence plutôt que la duplicité, dans les matins où tu maintiens ton engagement envers toi-même, même si personne ne t'applaudit. Ce que tu ne pratiques pas pourrit. Cela vaut pour les muscles, mais surtout pour le caractère. Le problème, c'est que la plupart vivent avec une boussole empruntée.
Ils absorbent des valeurs de la famille, du travail, de la culture ou de la pression de groupe, et les répètent comme si elles étaient les leurs sans les avoir digérées. Le résultat est une vie pleine de contradictions. Tu défends l'honnêteté, mais tu mens pour éviter des problèmes. Tu parles de liberté, mais tu dépends du jugement des autres. Tu prêches l'importance de la santé, mais tu cèdes à chaque petite tentation. Le corps le ressent. Il y a une rigidité dans la mâchoire quand tu fais semblant. Une tension dans les épaules quand tu acceptes ce que tu ne désires pas. Une fatigue dans le regard chaque fois que tu dis oui à ce que tu devrais rejeter. Personne n'échappe à la facture interne pour s'être trahi. L'usure émotionnelle vient de là. De vivre avec la sensation constante d'être dévié, de ne pas avoir le courage de redresser le cap. La question brutale que tu dois te poser est: quelles décisions, parmi celles que tu prends chaque jour, sont vraiment les tiennes et lesquelles ne sont que des héritages d'autrui? Tu peux ressentir le vertige quand tu te le demandes sérieusement, car cela implique de renoncer au déguisement, de cesser de mendier l'acceptation, de perdre des privilèges éphémères qui ne t'ont jamais comblé. Mais la récompense est autre: dormir tranquille, regarder les autres sans colère ni envie, soutenir le regard dans le miroir sans ressentir de honte. Personne ne peut vivre longtemps divisé. Soit tu t'alignes, soit tu te fragmentes. La cohérence ne se vend pas, elle s'entraîne. C'est la règle. Le sens ne réside pas dans de grands gestes héroïques, mais dans la constance des petits actes. Rendre le salut même si tu n'en as pas envie, rejeter la facilité même si personne ne te surveille, demander pardon quand tu sais que tu as échoué, tenir une promesse même si le coût est élevé. La vraie valeur se mesure quand personne ne te regarde et que tu choisis d'agir de la même manière. Si tu cherches un but, commence par nettoyer le filtre de tes valeurs. Fais l'inventaire. Observe tes actions avec la même rigueur que celle avec laquelle tu juges les autres. Chaque fois que tu te trahis, tu accordes encore moins bien l'instrument. Chaque fois que tu choisis ce que tu crois, tu ajoutes 1 gramme de force intérieure. Tu n'as pas besoin de perfection, tu as besoin de congruence. Celui qui vit en accord n'a pas peur du jugement, car sa paix ne dépend pas du regard des autres. La vie repose sur la cohérence. Le reste, c'est du bruit. 8. Fais du changement une responsabilité quotidienne. La réalité est la suivante: si tu ne fais pas du changement une responsabilité quotidienne, tu vas devenir une version figée de toi-même, une qui répète ce qu'elle déteste et remet à plus tard ce dont elle a besoin. Il n'y a pas d'échappatoire confortable. Chaque jour où tu délègues ta transformation, quelqu'un d'autre, une habitude, une vieille idée, une réaction automatique, prend le contrôle de ta vie. Attendre le moment idéal est l'auto-illusion la plus sophistiquée qui existe. Changer n'est pas un acte héroïque d'un seul jour. C'est un exercice constant d'honnêteté et de discipline, le seul antidote contre le stagnation. La plupart des gens restent piégés dans ce cycle parce qu'ils attendent un signe extérieur, un coup de chance ou simplement un jour moins compliqué. Mais la vérité est qu'il n'existe pas de vie sans obstacles. Seulement des personnes qui décident de ne pas se laisser abattre par eux. Derrière chaque excuse que tu te racontes se cache une croyance qui te paralyse. La peur de perdre ce que tu connais déjà, le doute sur ta capacité à soutenir quelque chose de différent, la paresse mentale qui préfère la routine au défi de construire quelque chose de nouveau. Et le plus dangereux n'est pas la peur, mais la résignation. Ce point où tu te convaincs qu'il est normal de vivre fatigué, frustré ou avec la sensation d'être à la dérive. L'esprit se spécialise dans la justification de l'immobilisme. Il trouve des arguments convaincants pour ne pas se déranger, pour continuer à accepter ce qui ne te représente pas, pour déguiser le manque de progrès avec des occupations qui, en réalité, n'apportent rien. C'est ainsi qu'une identité rigide se construit, incapable de s'adapter, toujours en attente que l'élan vienne de l'extérieur. Te responsabiliser du changement, c'est rompre ce circuit interne.
Il ne s'agit pas de monter un spectacle de motivation, ni de te promettre de grandes transformations du jour au lendemain. Il s'agit d'assumer dans chaque détail qu'aujourd'hui, tu es le résultat des décisions que tu as prises et de celles que tu as évitées. C'est inconfortable de l'accepter, mais c'est aussi la porte vers la liberté. La grande erreur est de penser que le changement est un événement extraordinaire, alors qu'en réalité, c'est un engagement quotidien envers ce que tu choisis de penser, comment tu décides d'agir et quelles émotions tu laisses diriger ta journée. Il n'y a pas de place pour la passivité. Ce que tu ne transformes pas de manière consciente finit par se déformer tout seul. Le mécanisme est simple, bien que brutal. Chaque matin, ton esprit va te proposer l'option du confort déguisé en réalisme. Tu vas ressentir la tentation de répéter les mêmes schémas, de justifier les mêmes erreurs, de raconter les mêmes histoires sur pourquoi tu ne peux pas, que cela ne te convient pas ou que ce n'est pas le moment. C'est là que se joue la véritable bataille. Le changement ne se produit pas dans les grands discours, mais dans la décision concrète de ne pas céder à la version faible ou craintive qui t'habite. La constance est la forme la plus radicale du respect de soi. Cette phrase est une boussole. Si tu ne te soutiens pas dans tes propres engagements, personne d'autre ne te soutiendra. Faire du changement une responsabilité quotidienne, c'est entraîner la capacité de te corriger en temps réel. C'est remarquer la tentation de procrastiner et choisir d'avancer, même si c'est difficile. C'est reconnaître l'impulsion de saboter tes progrès avec de l'autocritique et rediriger l'énergie vers l'action. C'est cesser d'attendre une motivation externe et construire une discipline interne qui ne dépend pas de l'état d'esprit. Personne ne se transforme par accident. Chaque amélioration, si petite soit-elle, est le résultat d'une décision qui aurait pu être reportée, mais ne l'a pas été. Aujourd'hui est le seul jour où tu peux intervenir dans ton destin. C'est la vérité inconfortable. Tout ce que tu ne changes pas aujourd'hui, tu l'hérites demain. Le conflit le plus profond se trouve dans l'esprit. La partie qui veut avancer contre la partie qui craint de se perdre. Mais cette tension est naturelle, et ce n'est pas une excuse pour rester immobile. Il n'y a pas de destin écrit plus fort que la somme de tes choix quotidiens. Le progrès n'est pas linéaire, ni toujours visible, mais il se construit avec l'accumulation d'actes minimes et répétés. Prends en charge, ne délègue pas au futur ce que tu peux affronter maintenant. La responsabilité quotidienne est le seul chemin sûr vers une vie qui ne t'échappe pas des mains.